Bonjour à tous, bienvenue sur Only a Giant Podcast numéro 132. Moi c'est Plax et je suis avec Thiergo. Comment vas-tu Thiergo ? Bah écoute, j'ai trouvé le moyen d'être enrhumé alors qu'il fait 30-35 degrés ici-bas. Donc si vous me voyez me moucher pendant l'épisode, c'est pas parce que je suis triste, quoique il y a des bonnes raisons d'être triste. Mais j'essaie de me mettre en mute quand j'ai besoin de me moucher. Mais c'est un truc un peu classique ça, non, d'être malade. Alors je sais pas si c'est le début, non, t'es peut-être en plein milieu d'été là-bas, je sais pas, mais généralement début d'été en France, il y a pas mal de monde qui est malade comme ça. Ouais, c'est le changement de température et puis tu sais, tout est climatisé ici, donc Ça c'est chaud. Alors moi j'ai tapé une crève dégueulasse. On peut parler de notre live parce que de toute façon il n'y a pas grand chose à dire sur les Giants. J'ai tapé une crève dégueulasse quand j'avais été à Las Vegas pour le boulot et que du coup il y avait l'avion. Donc t'as la clim, t'atterris, tu prends un taxi, t'as la clim, t'arrives dans l'hôtel, t'as la clim, tu sors pas de l'hôtel parce que c'était pour une conférence. Donc à peu de choses près, j'ai eu la clim de l'hôtel, voilà, donc j'ai été malade pendant une semaine, c'était la gorge sèche. Et je me souviens que les mecs, peut-être qu'on l'a déjà raconté, je me souviens plus, mais dans la conférence en fait, donc les gens sont tous comme moi, font tous l'hôtel et tout ça, et tout le monde a les lèvres éclatées parce qu'à force d'avoir la clim et juste cet air frais ambiant tout le temps, les gens ont tous la lèvre éclatée. Donc les mecs disent bah bien sûr, t'as pas ton labello. Je dis bah non. Je sais pas, moi, je savais pas. Voilà, bon, bref, donc maintenant je saurais. T'as pas été briefé. Non, alors avant qu'on parle de ce match, etc., juste un petit rappel de plusieurs choses. Alors, vous savez que vous pouvez nous suivre sur Twitter. D'ailleurs, il y a en ce moment, j'en ai parlé avec les autres comptes français. Il y a, je sais pas, peut-être qu'ils virent des comptes bots ou j'en sais rien, mais on perd pas mal d'abonnés, mais bon, ça, on n'y peut rien. Ça, juste rappel, il y a un Instagram, donc si vous voulez nous suivre sur Instagram, n'hésitez pas. Il y a également un Blue Sky qu'on a ouvert, donc là aussi, si vous voulez nous suivre, n'hésitez pas. Je pense que j'ai fait le partage du Blue Sky sur Twitter. Je crois pas que l'algo Twitter soit très enjoué de partager un compte Blue Sky, donc ça n'a pas été mis extrêmement en avant. Et sachez également qu'il y a un Discord. Alors le Discord, le mieux peut-être c'est de nous demander directement sur Twitter et on vous file un lien si vous voulez vous inscrire sur le Discord. On est 25-30 là, donc ça permet d'échanger, de partager. Donc si vous voulez nous retrouver, n'hésitez pas. Discord, moi je connais pas. Thiergo, est-ce que tu as moyen de trouver le Discord sans qu'on donne un lien ? C'est possible ça ? Je pense que ouais, mais je pense que il faut taper le nom du Discord qui. Non, mais en fait, on va pas le partager. On va faire du filtrage pour pas qu'il y ait des fans des Saints. Enfin, des Saints, pourquoi je dis Saints ? Des Eagles. Les Saints, on s'en fout, les Saints, ils peuvent venir s'ils veulent. Les Saints, parce qu'ils viennent de nous mettre la misère, hein, mais. Oh, alors là, t'es dur, la misère, oui, c'était. Ils sont aussi nuls que nous. Hein. Non, on n'a pas dû leur mettre la misère. C'est ça ce qui est terrible, justement. Ouais, c'est le constat de l'année, de toute façon. Oui, de toute façon, ils peuvent te DM, ou alors ils me DM moi aussi, ouais, et ouais. on vous le lien. Ouais, voilà. Mais je pense qu'il y a moyen, par moteur de recherche, de trouver quoi. Sûrement. Ouais. Bon, bref, voilà. Donc, il y a différents réseaux sur lesquels vous pouvez nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas. Également, un petit point aussi, sachez, parce que j'ai vu qu'il n'y a pas trop de monde qui a fait ça, sur le blog, donc Only a Giant Blog, vous pouvez aussi souscrire pour recevoir les alertes quand il y a des nouveaux. Il n'y a qu'une quarantaine de gens qui sont abonnés. On a plus de monde qui nous lit que ça, évidemment. Donc, n'hésitez pas aussi, c'est en bas. Vous pouvez mettre votre mail. Ah, c'est vrai que les gens n'ont pas l'habitude de commenter. Ouais. Mais en fait, c'est vraiment une pratique d'antan, quoi. Je suis d'accord. Ça se fait plus trop, ça. Ouais. Parce qu'en fait, tu vas commenter, mais plus. Non, tu vas commenter sur le réseau qui partage le truc, mais pas sur le blog en lui-même. D'ailleurs, je me disais que Discord, c'est un peu les forums, ça existe un petit peu encore, mais pas trop. Si, c'est la nouvelle forme des forums parce que tu as des channels et tout sur Discord. D'ailleurs, c'est marrant parce que avec notre petite communauté, on a même fait un channel jeux vidéo. Hein. J'ai vu que c'est discuté musique. Et bon, il était un peu tard quand j'ai vu ça, mais j'ai hésité à ouvrir un channel musique. Enfin, ça discutait métal. Voilà, faut pas trop se répartir, faut pas trop se diversifier parce qu'après, on n'est pas non plus 200 000 sur le truc. Donc... Mais bon, c'est cool, c'est vrai que c'est sympa de partager les jeux auxquels on joue, donc c'est cool. Bref, peu importe. Donc ce match, revenons sur cette rencontre. Donc je vous rappelle que nous, on n'a pas parlé de la semaine dernière. Hein. Enfin, juste rappeler parce que on n'a pas fait de podcast la semaine dernière, pas parce qu'on a fait un rage quit. On voudrait pas. Plax était ultra occupé et j'avais dit à Plax, bon, je vais quand même faire un épisode histoire de faire acte de présence parce qu'on y tient à cœur. Et après, c'était moi qui étais hyper occupé, donc je l'ai pas fait. Donc juste pour citer le match de la dernière fois, 27-20 contre les Cowboys, contre des Cowboys qui étaient nuls contre la course, mais qui ont réussi à avoir leur running back qui a fait son premier match à 100 yards contre nous, parce qu'on est nuls contre la course. Ouais. Alors ça, d'ailleurs, c'est assez rigolo.
parce que là, on a une D-line B. Okereke était blessé, et pour le coup, les Saints n'ont quasiment pas gagné de yards à la course. Ils font même pas 100 yards sur l'intégralité du match avec tous leurs joueurs. Donc, on fait notre meilleur match contre la course alors qu'il n'y a plus Dexter Lawrence, qu'il n'y a plus Okereke, qu'il n'y a pas Deontay Banks, il manque la moitié de nos titulaires, et finalement, bref, c'est à n'y rien parce comprendre. Que tu as des joueurs mais parce que tu as en fait des joueurs qui se donnent. Parce que alors je ne doute aucunement de la motivation d'un Okereke ou d'un Dexter Lawrence, beaucoup plus d'un Deontay Banks. Donc, lui, il me manque pas tellement. Mais contre la course, je sais. Est-ce que tu écoutes de temps en temps le podcast de Carl Banks et Bob Papa? Pas très souvent, non. Bon, moi, je l'écoute pas régulièrement. Et pour une fois, après le match contre les Cowboys, je l'ai écouté. Et Carl Banks avait une théorie intéressante qui expliquait pourquoi est-ce que les Giants étaient aussi nuls contre la course. Et il disait, mais c'est pas une question de technique de plaquage, c'est pas que les gars, on leur apprend pas à plaquer. Non, ils savent plaquer. Mais en fait, ils ne doivent pas faire assez de run fits. Et donc, tu sais, dans les entraînements, il y a ce qu'on appelle les walkthroughs, qui sont en fait des entraînements où il n'y a pas de contact, c'est tu mets juste les joueurs en position dans la formation et ils marchent. Oui, je l'ai déjà fait ça. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà. Juste pour le but, c'est juste de visualiser en fait. C'est exactement. Et en fait, ce que Carl Banks disait, le problème d'une équipe qui n'arrive pas à bien défendre la course, c'est généralement parce qu'elle ne travaille pas assez les run fits, à savoir où est-ce que chaque joueur doit se placer par rapport à la ligne offensive adverse, etc. Et donc, en fait, il y a tellement d'erreurs que on se tape des gros gains constamment. Et je ne sais pas si ça a été réglé depuis. Je ne dirais pas que contre les Saints, ça a été forcément réglé. Je pense que les Saints sont aussi une équipe qui n'est pas très bonne. Mais le fait d'avoir une équipe des Giants qui avait plus de motivation parce qu'en fait, on avait des UDFA qui avaient une opportunité de jouer un match en NFL. Pour certains d'entre eux, c'est des opportunités ils vont peut-être en avoir 5 dans leur vie et puis ce sera fini. Donc, ils ont tout donné et ça a fait pencher la balance en faveur des Giants côté défense, en tout cas. Ouais, c'est vrai. Donc, ils nous mettent que 14 points. On a une défense qui était correcte. Alors, on a eu un Micah McFadden qui était partout. Et ça, d'ailleurs, on en discutera parce qu'on va pouvoir commencer à faire des bilans de draft. Et tu as beaucoup de monde qui dit mais qu'est-ce qu'il a fait, en fait, Joe Schoen, pour avoir le droit d'avoir une nouvelle draft? Parce que c'est une discussion qu'on pourra avoir. On va la revoir beaucoup, je pense, d'ici la draft. Et d'ici que soit annoncé le head coach et le GM de l'an prochain. Une des choses qu'il a très bien fait, Joe Schoen, moi je trouve, c'est les late round picks qui sont, on va dire, après le troisième, peut-être même troisième, 4, 5, 6, où là il a réussi à vraiment trouver des joueurs d'impact et Micah McFadden en fait clairement partie et il a été plus que productif pour un joueur drafté, je crois, au 4e tour. Donc ça a été une vraiment belle trouvaille. Il y en a d'autres. Et cette année, d'ailleurs, l'intégralité de la draft est impactante. Donc ça, c'est vraiment très cool. Peut-être qu'on peut rester sur cette défense. D'ailleurs, on a eu donc Trey Hawkins. Alors malheureusement, Trey Hawkins qui a été drafté l'an dernier, qui est revenu mais qui est blessé. Donc il est reparti, le pauvre, malheureusement. Donc le mec vient. Il fait un super match, il fait une interception. On avait annoncé, rappelle-toi, l'an dernier, on parlait de lui beaucoup parce que il était pas mal pendant le training camp et tout ça. Là, il fait un super match, le match où il revient, et il s'est blessé, je sais pas, colonne vertébrale, une fracture de je sais pas quoi. Donc après, j'ai peut-être mal lu, je sais plus exactement ce qu'il a, mais il est blessé. Ouais. Pardon. Ouais. Non, je te confirme que, alors j'ai plus la blessure en tête, mais il y avait spine dans la blessure. Ah, oui, donc spine, je suis pas bon en anatomie, mais à mon avis, tu n'en as pas au niveau du genou, donc ni dans les bras. Donc a priori, c'est sa colonne vertébrale et c'est bien dommage parce qu'en effet, tu as tout à fait raison, il était partout et il a eu la deuxième interception de la saison des Giants. Donc ouais, non, c'est... Et on avait, avant ce match, on avait quand même le record du nombre de matchs sans interception qui datait de 1933, soit l'année où on a commencé à comptabiliser ces stats-là. Donc bon, c'était quand même pas terrible. C'est vrai que niveau turnover, il y a une grosse diff par rapport à la défense de l'an prochain. Et tant qu'on est sur la défense, tiens, on peut poser une question un peu plus large. On avait une discussion à un moment après quelques matchs de saison où, tu sais, on discutait, voilà, moi je trouvais que la défense était bonne, qu'elle s'était améliorée, toi tu disais que tu étais moins satisfait, etc. Depuis, elle s'est complètement écroulée, cette défense. Toi, là, en l'état actuel, est-ce que tu fais revenir Shane Bowen ou pas du tout? En fait, c'est... Alors non, je ne referai pas revenir Shane Bowen.
Mais à partir du moment où tu es à peu près certain qu'on va perdre Mike Kafka, qui cette fois va vraiment se casser, on avait réussi à le récupérer, à l'empêcher d'aller ailleurs l'année dernière. Il y avait eu tout le cafouillage avec Dabol, etc. Et puis on a changé de coordinateur défensif en venant venir Shane Bowen. Donc si tu perds Mike Kafka et qu'en plus tu vires Shane Bowen, pourquoi est-ce que tu gardes Brian Dabol? Parce que au bout d'un moment, Brian Dabol, il peut pas se cacher derrière tous ses coordinateurs. Il a repris le play calling à Kafka en disant que ce sera mieux pour l'équipe. En fait, quand tu regardes, alors je crois que c'est sur Big Blue View, il y avait un truc qui était super intéressant. Il montrait les possessions des Giants. Alors, je vais te dire ça. On rappelle qu'il y avait essentiellement des backups qui jouaient, mais même quand vous allez voir les stats que je vais vous donner, vous allez comprendre à quel point je trouve qu'il y a un problème offensivement. Premier drive, on a commencé sur les 48 yards des Saints. On a fait 7 actions pour 17 yards, turnover on downs. Deuxième drive, on a commencé sur nos 43 yards, 3 actions, 8 yards, punt. Troisième drive, là on est sur nos 32 yards, on n'a fait que 3 plays. Quatrième drive, 49 yards, encore une fois on fait que 7 actions, field goal. Cinquième drive, 48 yards des Saints, 3 actions, punt. Sixième drive, 49 yards des Giants, 3 actions, punt. Septième drive, 37 yards des Giants, 5 actions, punt. Enfin, t'as envie de dire, même quand on a une bonne position sur le terrain, on n'est pas capable d'avancer. Parce que là, c'est ce que j'allais dire, c'est que des drives, on a eu des bonnes positions quasiment de tout ce que tu as cité là. Limite milieu de terrain à chaque fois. Quoi. Ouais, voilà. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que ta question à la base, c'est est-ce qu'on garde Shane Bowen? Moi, je veux dire, si on va virer Shane Bowen et qu'on va perdre Kafka, autant se débarrasser de Dabol aussi. Pourtant, j'adore le gars, je trouve que. Mais c'est juste forcé de constater que ça marche pas, quoi. Les rumeurs disent que Dabol et Shane sont vraiment en sécurité, que l'ownership veut les garder, leur donner une chance de drafter leur propre QB. Peut-être qu'ils pourront se rattraper avec ça, mais vu comment se déroule cette deuxième partie de saison, tu sais, il y a combien de temps on a libéré Daniel Jones? 2 semaines, 3 semaines? Ouais, c'est ça, il y a 2 semaines, mais j'ai l'impression que ça fait 3 mois, moi, personnellement. C'est tellement... Et je te dis pas qu'on aurait été forcément mieux sous Daniel Jones. On aurait été moins mauvais, ça c'est sûr. Mais ça c'est sûr. Mais on aurait été moins mauvais. Ouais. Mais on le savait, ça, de toute façon, que c'était notre meilleur QB, mais ça ne change pas que c'était pas le QB du futur, et de toute façon, on l'a déjà expliqué, mais les raisons financières, etc., ont fait qu'on a préféré. C'est clairement des décisions de gestion et pas du tout des décisions sportives qui ont fait qu'on a viré Daniel Jones, parce que si c'est que sportif, tu le gardais parce que c'était lui tes meilleures chances de gagner. À partir du moment où tu as un bilan de 2-8, je ne suis pas sûr que tu aies vraiment envie de gagner dans tous les cas. Donc oui, peut-être qu'on a un vrai tanking qui est mis en place et que on s'est mis d'accord avec le management et avec Sean Mara en disant on est d'accord pour que le mec titulaire dès qu'il a un tout petit pain de côté, on le met en blessé et on va faire genre on se bat, mais on se bat pas, j'en sais rien. C'est peut-être qu'arrivé à un stade. Oui, non, mais il y a des rumeurs qui diraient que dans les conseils d'administration des Giants, il y a des discussions pour demander à Drew Lock, quand il est sur le point d'avoir un first down à la course, de faire un tour à 90 degrés pour ne pas avoir le first down. Ça, c'est vrai que cette action elle est complètement stratosphérique, cette action. Dans le bar, on a vu le truc, à un moment donné, on s'est tous arrêtés, on dit mais il est sérieux ou quoi? On a tous vu que s'il allait tout droit, il avait le first down là-dessus. C'était absolument catastrophique. Bon, en tout cas, juste pour être juste plus sérieux, on dit que le tanking, ça n'existe pas, machin, que les mecs jouent leur peau. Maintenant, si tu es head coach et qu'on te dit, écoute, tank, moi, je te sauve la vie, je sais que je te virerai pas. C'est ce qu'on a dit à Doug Peterson. C'est ce que les Eagles avaient dit à Doug Peterson il y a quelques années et ils l'ont viré juste après le match. Ils l'ont viré. Je pense que l'exemple le plus flagrant de tanking qu'on a eu, c'était les Eagles, justement, sous Doug Peterson, où qu'est-ce qui s'était passé? Je crois qu'il n'avait pas fait jouer Jalen Hurts pendant tout le match, enfin pendant les 3 quarts du match. C'était contre nous. C'était pas contre nous quand ils ont décidé de faire sortir des joueurs et que voilà, ouais, c'est possible. Ouais, c'est ça. Alors après, pour en avoir un peu discuté sur le Discord, je ne crois pas une seconde qu'il y ait des instructions venues d'en haut pour tanker.
Pour moi, moi, j'en viens en à fait, douter. J'en viens vraiment à douter, franchement. Et encore une fois, c'est aussi ce que j'ai dit sur le Discord. Le jour où on tombe sur un délit flagrant de tanking de la part des Giants, je serai le premier à m'en excuser auprès de la communauté des fans francophones des Giants en disant « Ok, d'accord, j'avais tort ». Mais là, en l'occurrence, pour moi, ça n'arrive pas. On a juste une très mauvaise équipe. Les joueurs, ils sont là pour se donner à fond parce qu'ils savent très bien que de toute manière, à l'échelle individuelle d'un joueur, tu n'as aucun intérêt à tanker parce que Ah, ça, non, c'est sûr. parce qu'en fait, tu n'auras aucune autre équipe qui va vouloir de toi. Quel est l'intérêt de Shane Bowen et de Mike Kafka en tant que coordinateur de faire des calls de merde parce que eux, ils veulent être head coach. Et puis, Brian Daboll, peut-être qu'on lui a dit ouais, ton poste est sûr, fais exprès de perdre des matchs. Non, pour moi, tout ça, c'est du fantasme. Je dis pas que le front office et l'ownership se disent bon, au moins, après cette défaite, on a une meilleure position pour la draft. En mode, la draft est un prix de consolation et c'est comme ça qu'elle est conçue, la draft. La draft, c'est un ajustement permettant aux équipes les moins bonnes d'avoir les meilleurs joueurs. Mais la position de draft, c'est pas un objectif en soi, c'est un prix de consolation. Donc en fait, tu réfléchis à la draft à la fin de ton match, à la fin de ta saison, mais tu n'organises pas tes matchs pour avoir une bonne position de draft. Non, je suis d'accord. Mais est-ce que ça te change pas quand même un peu ta manière de réfléchir quand tu sais que ta saison est perdue et que tu es à 2-8 et que ta saison elle est finie? Est-ce que tu te tournes pas quand même un peu vers l'avenir en disant bon, est-ce que vraiment là j'ai deux choix, je gagne 2 matchs de plus, je fais un peu plaisir aux fans, mais derrière je me mets des bâtons dans les roues pour potentiellement drafter le QB qui m'intéresse et donc en fait je m'handicape les X saisons à venir derrière et puis et on en reparle et on en a discuté l'autre fois avec les gars, c'est que en fait cette saison 2022 et à chaque fois on va se le dire, mais c'était vraiment un cadeau empoisonné d'une équipe qui était pas au niveau, mais qui a réussi à faire des beaux matchs et à faire une belle saison, ce qui nous pénalise sur plusieurs années derrière. Donc c'est effectivement, mais je comprends la vision de il faut gagner les matchs, je suis assez d'accord avec ça. Maintenant on est dans un truc où c'est difficile d'envisager ce que font les gars quand tu es vraiment une saison aussi loose, où tu te dis est-ce que je ferais pas le dos rond pour 4 matchs et puis derrière ça se passe mieux, je sais pas, j'en sais rien. Le truc c'est que tu l'as dit tout à l'heure, hein, la décision de bencher Daniel Jones et la décision de le couper, c'est une décision de gestion où les Giants se sont dit bon, de toute façon, la saison est foutue. Et ils n'ont pas benché Daniel Jones pour tanker, ils ont benché Daniel Jones pour éviter d'activer une garantie de blessure si Daniel Jones se blessait. Donc, je te rappelle qu'ils l'ont pas juste benché, ils l'ont benché, mis en QB3 et viré direct. Enfin, c'était plus que benché. Oui, tu passes de QB1 à on veut plus de toi. Non, mais en fait, ils l'ont viré ils l'ont libéré parce qu'il a demandé à être libéré, mais je pense pas que c'était forcément leur idée de le libérer. Ils allaient peut-être le garder en QB3 en pensant qu'il dirait rien. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que la décision de faire ça avec Daniel Jones, c'était pas une décision pour tanker, c'était une décision pour éviter d'avoir un malus sur ton cap space l'année suivante. Après, c'est aussi ce que je disais sur Twitter il y a quelques semaines. Tu te rappelles, tu as posté l'état des blessés de l'équipe et on en avait beaucoup plus que d'habitude. Et un truc que j'ai dit, c'est, oui, forcément, quand l'équipe a des résultats qui sont aussi mauvais, est-ce que les joueurs ont envie de continuer à jouer à travers leurs blessures? Donc les joueurs, je répète, individuellement ne tankent pas, mais toutes les saisons, on entend dire qu'il y a des joueurs qui en fait ont joué avec un pied fracturé ou des trucs comme ça. C'est sûr que quand tu es à seulement 2 victoires sur toute la saison et que tu as un petit bobo, là tu te dis, allez, je me fais mettre sur l'IR et puis on verra la saison prochaine. Ça, mais je crois que c'est même pas que le joueur. Je pense que je suis 100% d'accord avec toi et je pense que c'est le joueur avec la décision des kinés, des coachs qui disent de toute façon, Dexter Lawrence, qu'est-ce que ça va changer qu'on le fasse jouer maintenant? Autant faire tourner. Là, c'est vraiment de la pré-saison pour nous. On est en pré-saison 2025. Hein. On fait jouer des mecs. Voilà. Le seul truc, c'est Malik Nabers qui continue, qui lui est vraiment blessé, qui a plein de bobos à droite à gauche et qui continue de jouer. Donc, c'est plutôt un bon état d'esprit de sa part, même si on continue à le trouver nonchalant et un peu bizarre dans ses réponses à la presse. Globalement, il est quand même il est toujours là. Donc, T'as vu cette vidéo? Alors, c'est pas de la bannière cette fois, mais
après, je crois que c'était une 3e et 9. On entend un joueur des Giants et on ne sait pas si c'est Nabers ou c'est quelqu'un d'autre. Mais un joueur C'est pas qui dit, Nabers, c'est Tyrann Mathieu qui a dit que c'était lui, c'est un joueur des Saints qui le dit, c'est lui. d'accord. Il a dit, Et c'est moi qui ai dit et ça. qui dit, putain, mais vous jouez comme si j'étais pas sur le terrain, quoi. Ouais, mais c'est pas lui, c'est un joueur des Saints. Mais alors, Ouais. ça montre aussi un peu le mal-être de l'équipe. Non, attends, donc tu dis que c'est un joueur des Saints qui a dit ça, pas un joueur des Giants? Oui, qui a dit après, c'est moi qui ai Ah, dit ça. d'accord. Ok, d'accord. Non, parce que je pensais que c'était un joueur des Giants qui disait ça en mode mais le game plan est moisi, quoi. Non, je pense que c'était un joueur des Saints qui disait vous êtes cons, vous faites comme si je suis pas là. En gros, c'est moi le chef sur le terrain, arrêtez de faire comme si j'étais pas là, quoi. Je continue à vous plaquer. Là, c'est plus du trash talk que de la plainte. Ouais, ok, d'accord. Bon, bah, c'est plus du trash talk. Bon voilà, il n'y a pas mille trucs à dire. On a un Malik Nabers qui nous fait 5 réceptions, 77 yards. J'ai bien aimé sa réception en fin de match où on le voit enfin faire du yard after catch parce que c'était un peu ce qui lui manquait depuis le début de saison, c'était le yard after catch. Là, on a vu un peu, mais de toute façon, ce qu'il faut bien se dire, c'est que l'équipe là, et ça, si tu as fait des sports d'équipe, tu sais qu'il y a ce truc-là, on en a déjà parlé, mais tu as une... les joueurs ont un mental chacun, ils ont chacun la manière dont ils se comportent, etc. Mais tu as un mental global d'équipe qui est ultra important, qui n'est plus là. Un joueur, et c'est arrivé quand l'équipe était mauvaise, les blessés sont plus nombreux parce qu'ils vont pas faire le bon truc, ils vont jouer moins à 100%. Et on le sait, quand tu joues pas à 100%, tu as tendance à te blesser. Souvent, les joueurs dans des très bonnes équipes vont moins se blesser parce qu'il se passe des choses positives dans l'équipe. Ils vont faire les bons yards after catch, ils vont avoir ce petit déclic mental à un moment donné qui vont te faire gagner les quelques yards supplémentaires, etc., etc. Donc, de voir des joueurs, quand ton équipe est nulle, qui individuellement ne sont pas au top, c'est normal. C'est très rare d'avoir une équipe nulle et que tu aies un joueur qui fasse des performances solo incroyables. Ça n'arrive quasiment jamais et parce que tu as cette notion-là de vraiment... Et on est là-dedans cette année. Ça se passe mal, on est un peu en dedans, on n'arrive pas à gagner le moindre match. Et donc, globalement, l'équipe, de toute façon, se referme sur elle-même. Et ça va changer après la draft, après l'intersaison, l'été, un peu comme dans Star Wars, le nouvel espoir va arriver, et peut-être des changements de quelques coachs, etc. Non, mais tu as un état d'esprit qui sera différent en début de saison prochaine. Les joueurs ne vont pas commencer la saison prochaine dans l'état d'esprit dans lequel ils sont là actuellement. Donc ça va changer beaucoup de choses. Et je comprends que les joueurs en aient marre et que les joueurs ont envie que la saison se termine et qu'ils ne fassent pas leur meilleure performance individuelle. Ça ne change pas que Nabers, il fait des matchs, même si là, il ne met plus de TD. Il faut considérer qu'en face, il a Drew Lock ou Tommy DeVito. Donc, il n'a pas non plus les bons. D'ailleurs, il y a des vidéos qui circulent, juste finir sur ça, où on le voit encore très ouvert, wide open sur certains jeux, et la balle ne lui arrive pas, quoi. Donc, c'est terrible. Ah, mais c'est là que tu te rends compte qu'en fait, à partir du moment où il aura un QB correct, il y a moyen de faire de très très belles choses. Hein, mais j'avais un autre truc à dire sur Nabers. Et juste, du coup, pendant que tu réfléchis, je pense à ça. Ce QB, l'avoir un QB rookie dans lequel l'équipe croit, ça change aussi ton état d'esprit. La défense va dire oui, on sait qu'on peut marquer des points, donc on va se donner à fond pour défendre. L'attaque va dire oui, je crois en mon QB, je sais qu'il envoie des balles, donc quand je vais faire un tracé fade, je sais que le mec il envoie à plus de 30 yards, il va pouvoir m'envoyer des balles. Enfin, tout ça, c'est vraiment un état d'esprit global et une culture qu'on a eu. Et on était à l'inverse en 2022. On n'avait pas une équipe qui était forte, mais on a eu ces 2-3 trucs qui ont tourné en notre faveur et derrière ça a fait effet boule de neige jusqu'à ce qu'on arrive à battre les Vikings en playoff. Et donc tu as ce côté-là qu'il faut vraiment pas négliger, quoi. Est-ce que ça t'a donné le temps de réfléchir à ce que tu voulais dire sur Malik Nabers? Non, j'ai toujours pas trouvé ce que je voulais dire sur Malik Nabers, mais c'est pas très grave. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, et ça me fait penser à un point que tu soulevais tout à l'heure, de dire l'organisation potentiellement essaie de tanker pour avoir une meilleure position dans le draft, pour avoir justement ce QB qui va redonner une étincelle. Mais sachant que moi, je ne me suis pas encore intéressé à la draft, et je commencerai à m'en intéresser en avril, comme je l'ai déjà dit avant, je lis quand même un truc qui dit que cette classe de draft de quarterback, elle n'a rien d'exceptionnel par rapport aux précédentes. Hein. Donc, est-ce qu'on va vraiment trouver notre sauveur dans cette classe de draft? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut trouver un free agent, un vétéran free agent qui va venir pour 1 an ou 2 à la Kerry Collins ou à la Kurt Warner pour être en supplément d'un rookie? Pourquoi pas? Mais ce qui est sûr, c'est que oui, sur ce reste de saison,
sans quarterback de toute manière. Ça peut être Drew Lock, ça peut être De Vito. Drew Lock, d'ailleurs, je tiens à dire, finalement, sur ces 2 dernières semaines, bon, à part le match contre les Saints, le match contre les Saints, ça a été quand même plutôt mauvais. Le match contre les Cowboys, j'ai trouvé qu'il avait pas trop mal joué. C'était pas exceptionnel, mais c'est ce qu'on attend. Je veux dire, on n'attendait pas forcément des merveilles de la part de ce gars-là. Mais je veux dire, c'est que tant qu'on aura ces gars-là dans le roster, il nous reste quoi? 4 matchs? Enfin, il va rien se passer. Donc, non, c'est sûr. Je comprends que des fans soient en train de se dire des défaites pour qu'on ait. Bon, moi, c'est pas mon état d'esprit. Après, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que c'est un peu déprimant de voir dans les tribunes, alors déjà des tribunes aussi vides, et surtout des fans des Giants qui applaudissent quand tu as un field goal qui est loupé en fin de match. J'étais derrière mon écran à espérer qu'on égalise et qu'on aille en prolongation contre les Saints. Nous aussi. Alors, je peux te dire, dans le bar, on était. En fait, le truc, c'est. Quand tu penses big picture, tu t'en fous d'avoir perdu un match parce que maintenant, tu sais que ça t'avantage sur les trucs à venir, Oui, sur les mois à venir. Ouais. Par contre, sur le coup, quand tu vois que l'équipe rejoue et qu'on avait moyen de faire quelque chose quand même en toute fin de match, évidemment, on y a cru et sur le coup, j'aurais aimé qu'on réussisse ce field goal pour revenir à égalité, évidemment. Mais après le match, tout de suite, en fait, je me dis, bon, voilà, effectivement, sur le long terme, en fait, c'est mieux qu'on ait perdu ce match-là. Sur le côté classe de quarterback, je comprends toujours pas vraiment, moi, cet argument qui consiste à dire la classe de quarterback est forte. En plus, bon, on a vu que parfois, on pense à certaines drafts, notamment celle où il y avait eu 2018, je crois, où il y a eu plein de. On annonçait une classe de. Non, c'est 2019, Daniel Jones. 2018, ça doit être Saquon Barkley, où les Jets disaient merci pour leur quarterback qui. Comment il s'appelle Sam Darnold, ouais. Sam Darnold, qui finalement est pas mauvais, en fait, puisque là, on voit qu'il fait des belles choses avec les Vikings. Bref. Donc, en fait, l'argument de dire la classe de quarterback est forte ou est pas forte, déjà, bon, on n'est jamais vraiment sûr tant que les mecs n'ont pas joué. Et j'en ai rien à foutre, moi, de savoir qu'il y a 20 quarterbacks forts. Ce qu'il me faut, c'est un. Si le coach, le head coach, s'il est toujours là, Brian Daboll avec Josh Allen, décide qu'il y a un quarterback, effectivement, qu'ils estiment être leur bon quarterback pour mener cette équipe sur les 10 ans à venir, je m'en fous que la classe soit pas forte. Si la classe est très faible, mais qu'il y en a un dans le tas qui est bon, moi, écoute, ça me va et qu'on arrive à l'avoir, évidemment, parce que si c'est pour que les Raiders l'aient juste avant nous... Mais s'il est bon d'un niveau de 2e tour, tu vas pas le prendre en 1er tour. Alors ça, c'est une autre question. Ce que moi, j'aurais tendance à dire, c'est que peu importe s'il est... Enfin, non, s'il est bon d'un niveau de 2e tour, bon, il est pas bon, en gros. Regarde, Russell Wilson, c'était un 3e tour. Ouais, mais si les gens avaient su qu'il avait été ce niveau-là, il l'aurait pris bien avant. C'est ça le truc. C'est qu'en fait, il est bon d'un niveau de 1er tour. Non, Russell Wilson, c'est sa taille. C'est sa taille qui a joué en sa défaveur, Russell Wilson. Ouais. Tout le monde savait qu'il avait le talent, mais comme il était petit, alors après, ça n'a pas joué en défaveur de Kyler Murray. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, ce que je dis, c'est que bien entendu, les Sanders, les Ward et tout, ce sont des gars qui ont du talent. Mais si tu les mettais dans la même classe, s'ils étaient draftés en même temps qu'un Jayden Daniels ou un Drake May, ce serait pas le même. Enfin, je veux dire, ils seraient pas forcément draftés dans le haut du panier. Tu dis ça parce que c'est ce que tu as entendu, parce que tu n'as pas regardé ce que faisaient les joueurs. Mais bien sûr. Non, mais encore une fois, moi, j'ai pas regardé les joueurs. Je me ferai une opinion à partir d'avril, parce que là, en fait, tous les matchs de la NCAA ont été joués, ils ont fait leur combat, etc. Donc, on en saura un peu plus. Et moi, j'aime bien avoir toutes les informations c'est pour ça que j'aime pas faire les analyses en cours de saison, parce que d'une, j'ai pas le temps, et de deux, il y a tellement de choses qui évoluent. Et puis, de toute façon, même quand tu as tous les éléments en main, regarde Caleb Williams qui devait être le sauveur des Bears, qui est en train d'avoir une saison rookie qui est absolument minable. Il est en pleine galère. Enfin bon, voilà, tout ça. Ce que je veux dire, c'est que si on draft un quarterback, je veux dire, il faut pas non plus espérer des résultats miraculeux dès le début. Ah, ça, c'est évident, mais aucun doute. Mais on est d'accord pour dire que quoi qu'il advienne, il faut trouver quelqu'un d'autre à ce poste, que ce soit un vétéran ou que ce soit un rookie,
Parce que sinon, on va en rester au même stade pour les 20 prochaines années, quoi. Je suis d'accord. Juste si je reviens sur ce que tu dis, pour moi, la stratégie, enfin la manière de penser, c'est peu importe que ta classe soit forte ou pas forte, on s'en fout du niveau des autres quarterbacks. Tu es numéro 2, tu vas pouvoir choisir dans les premiers, donc c'est toi qui as la main sur ce que tu vas pouvoir faire. Et on verra si peut-être que même qu'on aura le premier tour, on verra ce que les Raiders vont faire. Bref, si tu es persuadé que dans les joueurs disponibles, il y a le quarterback du futur qui est là. Tu l'as vu, tu sais, tu l'as analysé, tu sais que c'est le bon. Même si tu te dis peut-être qu'il sera dispo au 2 ou 3e tour parce que je pense que les autres n'ont pas vu qu'il était bon, machin, il ne faut pas te poser de questions. Tu t'en fous de ça, que les autres disent il a overdrafté, ils ont reach pour ce quarterback, machin. Si le mec il est ton QB pendant 10 ans, ils auront bon dos d'avoir dire il a reach, voilà, on s'en fout. Donc tu le prends tout de suite. Ça, c'est faut pas douter. Maintenant, si après tu te dis ok, bon, il n'y a pas de QB. Et là, on en revient à la stratégie que tu disais. Je ne vois pas le QB du futur. Je pense que peut-être, lui peut être mon QB du futur, où il y en a 2-3 que je sens qui peuvent être intéressants. Et tu prends le meilleur joueur disponible, peut-être au premier tour, et 2e, 3e tour, là, tu te dis, ok, je tente un coup sur un QB. S'il n'est pas bon, c'est pas grave. Je retente le coup l'année prochaine avec un autre QB. De toute façon, j'étais pas convaincu dans tous les cas, mais j'ai vu ce que le mec pouvait donner, et tu retentes l'année d'après. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est tu as plusieurs schémas possibles, mais si tu es persuadé qu'il y a un des joueurs qui est vraiment un très bon QB qui peut faire le taf pour 10 ans, il faut pas hésiter, il faut pas se dire peut-être qu'il sera là au 2e ou 3e tour parce que ça c'est un coup à te le faire piquer. Mais tu peux le regretter. Mais c'est ce qu'on avait dit, c'est ce qu'on avait pensé il y a quelques années justement quand Daniel Jones a été drafté en 6e position et puis qu'ensuite Dexter Lawrence a été pris en 17e. Beaucoup de gens disaient mais vous auriez pu prendre Daniel Jones en 17e, il aurait été toujours là. Et en effet, ce qu'on avait dit à l'époque, et maintenant, Gettleman avait une conviction, c'est que c'était son gars. Et donc, donc de ce côté-là, on est tout à fait d'accord. Moi, ce à quoi je pensais surtout, c'est quand tu mets tous les joueurs indépendamment de leur poste face à face, que ce soit un defensive end, un quarterback ou un receveur, là où ça se complique, c'est quand tu vois que, par exemple, tu es au premier tour, enfin, tu es au premier choix, pardon, et tu as le choix entre un talent générationnel au poste de tackle ou n'importe quoi, à un poste qui n'est pas quarterback, ni kicker ou punter, parce qu'on ne prend pas ça au premier choix. Et puis tu as un quarterback Et puis tu as un quarterback qui est bon, mais sans plus. Et c'est là où ça se complique, en te disant, oui, c'est un quarterback qui pourrait être drafté dans le top 15 du premier tour. Il n'y a pas de doute, parce qu'il a le talent. Mais j'ai aussi cet autre joueur qui est tellement exceptionnel, qui est le futur Aaron Donald, qui est un tackle qui va... Et là, ça devient compliqué, parce que, en fait, c'est terrible, du coup, d'être autant en besoin de quarterback, parce que parfois, en effet, tu peux te retrouver à accorder trop de valeur à ce poste-là. Ouais, alors après, parce que tu en as besoin. Le plus important. Ouais, c'est le poste le plus important aussi, il faut garder en tête. Mais de toute façon, tu parles de talent générationnel, regarde. Alors, Caleb Williams, c'est que le début de sa carrière, il peut encore bouger, mais regarde, la dernière fois que j'ai vraiment entendu parler d'un talent générationnel, que c'était un mec qui allait changer une franchise, etc., c'était du côté des Jaguars avec notre ami, comment il s'appelle, Trevor Lawrence, c'est ça excuse-moi, pour l'instant, il avait le niveau, il avait les stats comparables à Daniel Jones. Il est encore là, il a un contrat qui est trop élevé. Ils savent pas quoi en faire et ils se retrouvent dans une situation où ils sont une équipe plus que moyenne et ils gagnent pas de match non plus. Et voilà, donc c'est très difficile juger un quarterback. Les gens qui te disent, moi je suis sûr que le mec va faire une carrière machin. Non, t'en sais rien. Ferme ta gueule. T'as aucune idée. Les mecs, on annonce des gars incroyables qui font des passes dans leur dos en NCAA. Ils arrivent en NFL, ils sont plus rien capables de faire parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Donc t'as aussi un aspect mental du poste de quarterback, un aspect leadership du poste de quarterback. Il y a trop de choses qui entrent en jeu, c'est beaucoup trop difficile. Et puis comme tu l'as dit, sans le dire, il y a aussi un aspect coaching et environnement. Parce que Sam Darnold, exactement. Darnold n'a rien fait chez les Jets avec le coaching qu'il avait, et puis il s'est retrouvé chez les Vikings avec un coach qui est un QB gourou, et ça se passe beaucoup mieux pour lui. Et d'ailleurs, petite parenthèse sur les Vikings, je pense que si Daniel Jones devait rester avec eux, il serait entre de très très bonnes mains et il pourrait potentiellement s'améliorer. Donc, parce que c'est pas un manchot, c'est juste qu'il a des problèmes de lecture. N'oublie pas qu'ils ont JJ McCarthy aussi, donc ils ont un paquet de quarterbacks. Eux, ils n'ont pas de problème de quarterback pour le coup. Voilà, il n'est pas dit que JJ McCarthy soit prêt pour la saison prochaine, par contre.
Non, bien sûr. Mais bon, a priori, c'est QB2. Il n'y a pas de raison qu'avec la saison qu'ils font, Sam Darnold change. Et puis, bon, sur ce que tu dis sur Sam Darnold, c'est vrai. Et puis, rajoute aussi qu'il a plus d'expérience maintenant qu'avant. Donc, ça joue aussi quand tu dois assimiler tout un tas de trucs ou quand tu comprends les défenses, que tu en as vu un paquet. Bon, même si tu n'es pas fort au début de ta carrière, rien ne dit que tu ne peux pas t'améliorer. Donc, voilà. Ok, écoute, je te propose qu'on s'arrête là. On a parlé 4 minutes du match en fait. Bon, en tout cas, on a perdu 14-11, parce que je suis même pas sûr qu'on l'ait dit en fait. On a perdu, on s'en fout du score. On joue qui cette semaine? Je sais même pas. Et donc, je confirme qu'il nous reste 4 matchs. Le prochain match est donc à domicile le 15 décembre. Je serai en France à Baltimore. Enfin, les Ravens viennent nous mettre une grosse fessée. Après quoi, nous c'est à quelle heure 19h. Tu veux venir le regarder à la maison? Je fais une invitation. Ça aurait été avec plaisir. Ça aurait été avec plaisir, mais j'ai une raclette dimanche soir. Bon, le mec, il va rater un Giants Ravens, on va se prendre 40-0, tout ça pour une raclette. Ouais, donc c'est vraiment. Ah ouais, bah attends, j'arrive de l'étranger, j'en ai. Bon, enfin, c'est pas vrai, j'ai eu une raclette il y a 3 mois, pendant l'hiver australien. Mais une vraie raclette française. Okay. Donc, non, je le regarderai en différé ce match. D'accord. Donc Ravens, vas-y, et les suivants, c'est quoi, juste pour faire le bilan? Après, on va se prendre une fessée chez Falcons. On revient à la maison pour se prendre une fessée contre les Colts. Et je tiens à préciser que quand je dis qu'on va se prendre une fessée, c'est pas moi qui est en train de dire on va tanker. Non, moi j'espère qu'on va les gagner, mais je suis aussi réaliste. Et enfin, on termine par une fessée chez les Eagles. Bon, en vrai, voilà. Les 2 matchs du milieu, ils ont l'air quand même. Falcons, c'est pas non plus. Je pensais que les Falcons, ils se débrouillaient. Non, non, ils sont ok, mais je veux dire, c'est pas non plus les Bills. Non, parce que nous, on est vraiment nuls. Ouais, on est vraiment nuls. Non, mais dans tous les cas, moi, je vais être honnête, j'en suis à un stade où je préfère qu'on perde les matchs. Et ça me va très bien un match comme là. On y croit, on joue un truc, c'est cool, on aime bien jusqu'au bout. Puis finalement, on perd. Bon, voilà. Je voudrais pas qu'on gagne. Est-ce qu'on peut au moins se mettre d'accord que si à un moment, on a genre 2 matchs d'avance pour le first pick overall, et ben qu'on se dise, allez, on va tous soutenir les Giants pour gagner ce match. Parce mais je les soutiens quoi qu'il en soit. Mais évidemment, mais même sur le coup, je veux qu'ils gagnent en vrai. La vérité, c'est que pendant le match, j'ai envie qu'ils gagnent. C'est juste qu'après, je me dis, en fait, c'est la vérité, mon vieux. Bon, bref, allez, merci à tous de nous avoir suivis pour ce podcast. On aura le temps de discuter de tout ça. Et puis, la draft s'annonce au moins passionnante. Et ça, c'est déjà intéressant. Même l'intersaison, est-ce qu'on va faire avec un quarterback voilà, je vais encore faire des F5 sur mon ordi à fond la caisse pour voir toutes les actualités de tout ce qui va se passer. Parce que l'intersaison côté Giants, ça va être assez violent. Merci Thiergo. Et à la semaine prochaine. À plus tout le monde. Salut. Salut.